Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin à notre émission La pensée et les hommes. Nous allons aujourd'hui évoquer un humaniste wallon. Nous avions déjà dans le passé récent, évoqué la figure de François Bovès. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre Namurois important, un humaniste wallon essentiel en la personne de Léopold de Hulster. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Pour évoquer la personnalité de Léopold de Hulster, j'ai la chance de recevoir ce matin à notre émission son petit-fils en la personne d'Alain de Hulster. J'ai aussi la chance de recevoir le président du cercle philanthropique Léopold de Hulster en la personne de Rudy Bacchus. Merci, messieurs, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Nous allons essayer de faire un portrait le plus complet possible de cet humaniste wallon qu'a été Léopold de Hulster et de son engagement en faveur de l'humanisme et aussi des idées sociales. Alors, Alain de Hulster, dites-nous un peu d'où vient votre grand-père. De Hulster, c'est plutôt un nom flamand. Oui, alors effectivement, mais paradoxalement, il est né à Seraing en 1899. Mais il était né de parents originaires de Flandre. Je ne sais pas. C'est vraiment une donnée que je ne sais pas. Mais effectivement, il est né à Seraing. En 1899, oui, je pense. Hein. C'est ça, donc à l'extrême fin du 19e siècle. Pardon, le 19 septembre 1899. Oui. Et il naît dans une famille de mineurs. Oui, exactement. C'est d'ailleurs son premier métier, puisqu'il commence comme mineur et puis il travaille comme souffleur de verre aux cristalleries du Val-Saint-Lambert. Donc très vite, il baigne dans les luttes d'influence et les luttes sociales de ce début du XXe siècle. Oui, on va en parler tout de suite, mais donc c'est un jeune homme qui, très jeune, entre dans le milieu du travail. Oui, c'est exact. Très peu scolarisé au départ. C'est ça. Il fera plus tard des études, mais au départ, il va très vite devoir aller travailler, oui. Donc, ces premières années de travail, ce sont des années d'ouvrier. Oui. Hein, mineur d'abord, vous dites vous-même souffleur de verre, oui. Et c'est ensuite seulement qu'il va acquérir une formation intellectuelle, est-ce qu'on peut dire une formation d'autodidacte? Oui. C'est exact. En fait, il est très intéressé par les études et tant pour lui-même mais également pour les autres, il veut absolument acquérir une formation car il se rend compte que sans formation, il ne pourra pas atteindre ses objectifs. Et quels sont ses objectifs et quelle est la formation qu'après les fonctions d'ouvrier qu'il a accomplies, il va poursuivre? Quelles sont les formations qu'il va acquérir? Eh bien, au départ, il entre à l'école professionnelle pour acquérir une formation de boulanger et toujours au sein, en tout cas très vite, il a été perçu comme un gestionnaire au sein des unions socialistes et des coopératives ouvrières. Il va s'occuper de boulangerie, notamment à Arlon, où il va développer là, dans les années 20, la boulangerie. Alors comme il était ouvrier, il a vu, il a connu par le vécu la situation du monde ouvrier, les difficultés propres au monde ouvrier, il va les comprendre et il va décider de lutter pour l'émancipation de la classe ouvrière. Hein. On peut dire
On peut dire les choses comme ça. Exactement. Après cette formation, il va pouvoir, grâce aux structures socialistes, en fait, à ce moment-là, c'était le Parti ouvrier belge, Oui, bien sûr. il va pouvoir accéder à l'école ouvrière supérieure à Bruxelles, Oui. et il va là pleinement acquérir une formation intellectuelle, et il va être très influencé par ce qui va être son beau-père, qui est Léon Delcine, qui à ce moment-là est professeur, mais qui va être cadre du Parti socialiste, futur ministre et surtout docteur en économie à l'Université libre de Bruxelles. Et donc là, il va effectivement percevoir tous les enjeux des classes économiques et des luttes d'influence sociale. Alors, il se marie avec la fille Tout à fait. de Delcine. Oui, Jeanne Delcine, oui. Et donc, il est un peu entraîné, si l'on peut dire, sur la voie de l'intellectualisme Oui, dès lors. oui. Surtout qu'ils ont, malgré la différence d'âge, ils ont un peu le même parcours, tous les deux autodidactes, Oui. tous les deux beaucoup de fois dans le socialisme. Et il ne faut pas oublier que Léon Delcine a été à un moment donné directeur général du Peuple. Or, plus tard, effectivement, dans les années 30, Léopold de Hulster va devenir rédacteur en chef du Peuple à Namur. Donc voilà le trajet assez intéressant, assez curieux, assez exceptionnel peut-être d'un homme né dans le milieu ouvrier qui a vraiment exercé des fonctions ouvrières et puis qui dans les années 30 devient un intellectuel, Oui. Puisque vous venez de le dire, il est le responsable ou le directeur de la section Namur de l'organe du Parti socialiste qu'est le Peuple. Oui. Il tenait effectivement à cela, c'était d'une part couvrir l'actualité, mais aussi par son travail dénoncer tout ce qui était injustice. Il avait notamment une rubrique dans le journal Le Peuple de Namur, la section namuroise, qu'on appelait Coup de coin, où il avait là, il laissait libre cours, je dirais, à tout ce qui était sa révolte. Son penchant revendicatif, pourrait-on dire Tout à fait, oui. Et c'était un homme qui réclamait des choses, Oui. qui exprimait des revendications. Oui, d'ailleurs, ça va se voir un petit peu plus tard, parce que, de par son engagement politique, il va devenir échevin dans la commune de Saint-Servais, échevin de l'instruction publique, et il va discerner très tôt le problème de formation pour les jeunes, pour les enfants. Et donc, il va s'impliquer tant au niveau du journal qu'au niveau politique. Il va s'impliquer dans tout ce qui est l'orientation professionnelle des jeunes. Et c'est ainsi que, en collaboration avec la province de Namur, va se créer dans les années 39 le centre d'orientation professionnelle provincial de Namur. La province de Namur. Alors voilà un liégeois d'origine, quelqu'un qui est né à Seraing et puis qui vient s'installer à Namur. C'est fréquent ça dans l'entre-deux-guerres Est-ce que c'est un trajet, un chemin habituel ou bien est-ce que son destin à lui est un destin très particulier? Parce qu'on sait très bien, vous êtes namurois tous les deux, on sait fort bien que et les liégeois et les namurois ont une certaine fierté d'être de l'une ou de l'autre cité. Alors, est-ce que c'est fréquent, est-ce que c'est habituel que quelqu'un qui est né à Seraing, qui a donc vécu dans la région liégeoise ses premières années, aille s'installer à Namur? Je crois, tu m'arrêtes Rudy, je crois qu'effectivement c'est d'abord se rapprocher de Bruxelles, ses beaux-parents habitant en Bruxelles, Oui. Et j'imagine que son souhait politique, mais aussi au niveau du journal Le Peuple, a fait qu'une place vacante s'ouvrait à Namur et qui a fait qu'un ensemble de circonstances, ont fait qu'il se rapprochait. Ah, donc c'est ça, c'est parce qu'il a l'opportunité de travailler pour le peuple à Namur qu'il se déplace Oui. de Liège à Namur. Et alors à Namur, il est bien accepté, il est bien inséré dans le tissu social, dans le tissu politique, dans le tissu syndical namurois. Tout à fait. Il n'y a pas de réaction d'hostilité. Et vous l'avez dit il y a un instant, il devient échevin. Je crois que c'était la commune de Saint-Servais, Oui. qui est une commune de la région très proche de Namur. Et il devient échevin de l'instruction publique. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'un homme qui s'est construit lui-même, qui n'est pas bardé de diplômes universitaires, prend en charge ce qui est quand même
très essentiel dans la vie politique et dans la formation des citoyens, c'est-à-dire l'instruction publique. Est-ce qu'il a marqué la ville de Saint-Servais de son action, de son activité dans les années qui précèdent la guerre, en tant qu'échevin de l'instruction publique? Est-ce qu'il a laissé un grand souvenir à cet égard? Alors, n'étant pas contemporain... Nous savons qu'il y a une plaque à Namur qui rappelle le fait qu'il était échevin de l'instruction publique. C'est donc dans l'esprit des Namurois, ça a été quelque chose, enfin des Namurois, des gens de Saint-Servais, ça a été quelque chose d'important. Mais selon les souvenirs que vous avez pu glaner, que vous avez recueillis, est-ce qu'il a marqué de son empreinte cet échevinat de l'instruction publique à Saint-Servais dans les années 37-38, si mon souvenir est bon? Je crois que ce qu'il a surtout, c'est ce projet de centre d'orientation professionnelle. Maintenant, au niveau de la commune de Saint-Servais proprement dite, en tout cas, ce que j'en sais, c'est surtout dans les années la drôle de guerre, où effectivement il a coordonné le ravitaillement dans la commune, mais je suppose qu'effectivement le fait d'être désigné échevin de l'instruction publique était lié à non seulement son souhait, mais effectivement mais aussi un besoin. Son engagement personnel, et aussi peut-être le sentiment qu'il avait de la nécessité de former les jeunes, Oui, certainement. puisque lui-même avait dû, alors il a dû se former lui-même. Il s'est peut-être dit, l'essentiel pour la conquête de la démocratie, c'est la formation des jeunes. Et donc, c'est assez naturellement qu'il accepte, ou que lui est attribué, l'échevinat de l'instruction publique. Et ce fut d'autant marqué que dans les années, il ne faut pas oublier qu'en 33-35, c'est la montée du fascisme, et il a été conscient, je pense, du fait que un homme qui n'est pas en phase avec sa profession, il risquait d'être quelqu'un d'aigri et qui pouvait, tellement il est déçu, rejoindre les rangs du fascisme. À ce moment-là, la population était quand même tout doucement encline vers la montée du fascisme. J'ai une question quand même à vous poser, parce que dans le document qui a été publié par la Maison de la laïcité de Namur, Léopold de Luster, un humaniste wallon, on n'en parle pas trop. Mais est-ce que c'est un homme qui, dans son travail journalistique, a véritablement mené une action de combat? Est-ce que lorsqu'il est directeur du Peuple pour la région namuroise, il se bat, oui, notamment contre la montée du nazisme, l'émergence des idéologies d'extrême droite dans toutes sortes de pays, en Espagne, en Italie, etc. Est-ce qu'on a gardé un souvenir des combats de Léopold de Luster en cette matière? Ces écrits, effectivement, traduisent une mise en garde de ses lecteurs par rapport au fascisme. Il n'est pas tendre non plus vis-à-vis du Parti ouvrier belge à ce moment-là, qu'il estime pas toujours en phase avec la population. Et, vous dites, il est plus ou moins critique, oui, à l'égard du Parti, oui, ouvrier belge. Oui. En quoi est-il critique? Qu'est-ce qu'il reproche? Qu'est-ce qu'il regrette dans la politique du Parti ouvrier belge? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir changé dans cette politique? De ne pas être à l'écoute, de ne pas pouvoir satisfaire aussi les besoins peut-être de base de la population à ce moment-là, qui était confrontée à de l'inflation, un chômage important. Et donc, mais oui, il a eu en tout cas une plume qui était considérée comme... acérée, oui, piquante, oui, un peu, oui, agressive. Toujours correcte, toujours polie, mais ses adversaires, effectivement, en ont subi, à mon avis, certains... Parce que l'image, je me fais peut-être une idée très fausse de ce qu'est Namur, hein, vous allez peut-être me corriger. Et moi, j'ai dans l'image que Namur, après-guerre, mais aussi avant-guerre, est plutôt une ville bourgeoise, très catholique. En tout cas, elle ne comporte pas
les fonctions ouvrières ou les usines. Il n'y a pas le monde ouvrier qu'il y a à Liège, qu'il y a à Charleroi, qu'il y a dans la région du Borinage à l'époque. Namur, c'est plutôt une ville de gens relativement nantis, bien pensants. Et donc, être socialiste à Namur en 1937-1938, c'est peut-être un peu secouer le cocotier. Namur a changé. Aujourd'hui, Namur est très différent. Mais dans les années d'avant-guerre, c'est pas spécialement une ville à la pointe du progrès social, si j'ose dire. Est-ce que je me trompe? Non. Je crois que vous avez raison. Je pense que c'est vrai que les choses ont probablement dû changer depuis lors, mais à ce moment-là, on était dans un contexte assez bourgeois, assez nanti. On n'est pas dans un bassin minier à Namur. Non, Il n'y a pas beaucoup d'usines métallurgiques comme il y en a à Liège, à Charleroi, à Mons. C'est plutôt une ville de bourgeois. Je dirais même de bourgeois bien pensants. Namur, c'est un évêché, il y a des facultés catholiques, etc., etc. Donc ça ne doit pas être facile d'être un journaliste de la presse de gauche, d'être le représentant du peuple dans cette ville-là. Ça ne doit pas être très, très facile. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain de Hulster? C'est exact. On peut imaginer qu'il a eu des difficultés pour faire sa place. Maintenant, tout Namur n'était pas quand même avec la même connotation politique. En tout cas, Saint-Servais a toujours été un fief socialiste. Saint-Servais était plus à gauche que Namur-Centre, dirions-nous. Oui. Alors, en 1939, il se passe quelque chose d'important dans la vie de Léopold de Luster. Il devient membre d'une loge maçonnique. Oui. Laquelle? La loge s'appelle La Bonne Amitié. C'est la loge maçonnique de Namur à l'époque. À l'époque, certainement. Une loge du Grand Orient de Belgique. Oui. Et je crois qu'il entre là pour continuer à pouvoir promouvoir ses idéaux, qui sont les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, de tolérance, tels qu'il les véhiculait déjà à travers sa plume dans la presse locale et dans le peuple, bien évidemment. Donc je crois que son entrée en maçonnerie rejoint tout à fait le personnage qu'il était et qu'il a d'ailleurs continué à être par après, à savoir quelqu'un à la recherche d'une promotion et d'une mise en valeur de toutes ces valeurs laïques et maçonniques. Donc il se sent bien. On peut l'imaginer à ce moment-là, certainement. Il a le vent en poupe à ce moment-là. Je veux dire, c'est un laïc convaincu. Oui. C'est quelqu'un qui a des idées d'ouverture sociale, qui veut promouvoir l'individu par l'éducation notamment, puisqu'il est échevin de l'instruction publique. Et donc c'est, dirait-on, un peu naturellement qu'il entre dans la loge La Bonne Amitié à Namur. Et puis, si on fait le cours de l'histoire, 1940, la guerre, on sait bien que les responsables socialistes sont particulièrement visés par l'occupant, par celui qui devient l'occupant, par les armées allemandes, par les nazis. Alors qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qu'il devient? J'imagine qu'il perd ses fonctions politiques ou qu'il s'en décharge dès lors que les Allemands occupent la région namuroise. Qu'est-ce qui se passe pour Léopold de Hulster? Oui, je crois qu'en tant qu'échevin, en tout cas tout au début des bombardements qui remontent à mai 40, je crois qu'il a quand même une mission, ou en tout cas il s'octroie une mission, c'est celle d'organiser les secours et d'organiser la solidarité au niveau de Saint-Servais. Donc je pense qu'il n'était pas tout à fait déchu de ses fonctions politiques, ou en tout cas il ne s'était pas tout à fait retiré de ses fonctions politiques. Par contre, il avait abandonné sa plume de journaliste, refusant d'écrire dans une... Il avait cassé sa plume, il avait effectivement cassé sa plume, comme on dit traditionnellement, oui. Parce qu'il ne voulait pas continuer à écrire dans une presse qui était tombée à la solde de l'occupant. Mais il va continuer à écrire dans la presse clandestine. Oui, absolument. Il va être l'un des animateurs dans la région namuroise de la presse clandestine, et son action dans la résistance va beaucoup plus loin. Oui. Quelle est-elle? Effectivement, il travaille ou il participe à des réseaux de résistance, plusieurs réseaux qui sont en charge non seulement de la presse clandestine, mais également du renseignement, voire même des actions armées. Même du sabotage? Oui. De ce que j'en sais, il a participé, directement je n'en sais rien, mais il a participé effectivement à des faits de guerre. Alors, dans la publication que la Maison de la laïcité de Namur a faite, on raconte que Léopold de Hulster pouvait avoir des contacts parce que son épouse avait un petit commerce de bonnetterie et que ce petit commerce permettait, permettait aux gens d'aller et de venir
au sein de Saint-Servais ou de Namur. Et alors, il y a quelque chose aussi d'intéressant qui figure dans la plaquette que vous avez publiée, c'est le fait qu'il a été protégé par un Allemand qui porte le même nom que lui et qui se trouve une relation de cousinage avec lui. Racontez-nous un petit peu, Alain de Luster, cette situation assez exceptionnelle. Effectivement, il a été abordé à un moment donné par un officier allemand qui s'est présenté comme étant de la lignée des de Ulster. Bon, évidemment, Léopold n'a pas pu... vérifier. Oui, tout à fait. Et donc, je ne crois pas qu'il ait donné suite à quoi que ce soit, mais en tout cas, on peut dire que tant que cet officier allemand se trouvait dans la région, il a pu éviter des perquisitions, des ennuis avec la Gestapo. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que dès que cet officier est déplacé pour partir sur le front de l'Est, Léopold de Luster commence à avoir de sérieux ennuis. À 7 à 8 reprises. Hein. C'est ça. À 7 à 8 reprises, il a eu droit à des descentes de la Gestapo qui ont tenté de l'arrêter. Mais il se savait menacé à l'époque, donc il se savait recherché. Donc il avait échafaudé, ça c'est son fils qui m'a donné l'anecdote, donc le fils étant le papa d'Alain. Son fils m'a expliqué qu'il trouvait toute une série de stratagèmes pour pouvoir échapper aux perquisitions. Il avait fait installer une trappe dans son bureau qui lui permettait de s'enfuir en cas de descente de la Gestapo. Il multipliait les déguisements et les autres stratagèmes pour ne pas être reconnu en rue. C'est ainsi que le papa d'Alain me raconte qu'un jour où il avait séché l'école, il se promenait en Saint-Servais, il avait rencontré sur le trottoir un vieillard légèrement bossu, claudiquant, avec des lunettes sombres et un chapeau. Et lorsqu'il était arrivé à sa hauteur, le vieillard lui avait dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre à la maison ». En fait, c'était Léopold de Ulster qui se déplaçait. C'était son père qui s'était déguisé justement pour ne pas être reconnu. C'est ça, et donc pour pouvoir accomplir les actions d'information dans la résistance. Et puis, il est dénoncé. Il est dénoncé et il est arrêté. Mais cette dénonciation a lieu à l'extrême fin de l'occupation allemande. Je pense que c'est au mois de juin 1944 qu'il est dénoncé, arrêté avec son épouse. Détenu à Namur. C'est ça, détenu à la prison de Namur. Et puis ils seront l'un et l'autre déportés. Mais alors, vraiment, par malchance, à l'extrême fin du mois d'août 1944, s'il y avait eu quelques jours de plus, Namur aurait été libéré. Ils auraient été libérés. Ouais. Alors, lui, il est déporté à Mauthausen et votre grand-mère à Ravensbrück, je pense. Hein. Oui. Alors, elle va revenir. Mais lui va mourir. Si mon souvenir est bon, le 22 décembre 1944. Sans doute dans des circonstances liées à la faiblesse, aux maladies qui régnaient dans les camps, à la faiblesse de son corps, au manque, bien sûr, de nourriture et de soins. Après la guerre, en fait, il était dans un stalag avec des prisonniers français. Oui. Et ces prisonniers sont venus à Namur, à Saint-Servais, rencontrer ma grand-mère et donner certaines circonstances, les circonstances de la mort de Léopold de Ulster. Et c'est comme ça qu'on sait que les privations, le travail, puisqu'il y avait une carrière, en fait, dans un des travaux, c'était de monter des pierres dans un escalier qui était monté par les Allemands pour, en fait, tuer les prisonniers. Donc la privation, le travail, le froid au mois de décembre en Autriche, j'imagine que c'est ce qu'il a perdu. Oui, et puis il faut dire aussi que les maladies très dangereuses, endémiques, régnaient dans ces lieux de détention et que, bon, on contractait par contagion de dysenterie. Vous qui êtes médecin, c'est quoi la dysenterie? C'est un syndrome diarrhéique majeur occasionné par des toxines bactériennes d'origine alimentaire. Donc c'est des syndromes au cours desquels vous perdez des énormes quantités d'eau et on peut imaginer que les conditions sanitaires des camps de concentration n'étaient pas propices à ce qu'on puisse reconstituer son stock d'eau perdue assez aisément. Donc ça amène l'individu très rapidement dans une situation de déshydratation totale qui, je crois, lui a été fatale. Oui, qui provoque la mort. Alors, la maçonnerie, la franc-maçonnerie namuroise a choisi de donner à une loge le nom de Léopold de Ulster. Nous avons évoqué lors d'une autre émission de La Pensée et les Hommes le fait qu'on ait attribué à la Bonne Amitié le nom de François Vevès. Une autre loge qui s'appelle la Bonne Amitié a choisi de donner comme nom complémentaire à cette loge le nom Léopold de Ulster. Ça s'est fait quand?
dans l'histoire de la franc-maçonnerie belge de ces dernières années? La création de la loge remonte à 1969. Donc la loge La Bonne Amitié est créée en 1969. Oui, il s'agit d'un essaimage, ou en tout cas d'une émanation de la Bonne Amitié, actuellement François Beauvais. Oui. Et donc en 1969 se crée la Bonne Amitié Léopold de Ulster. La devise de la loge étant liberté, les fondateurs ont voulu associer à ce concept de liberté le nom d'un Namurois célèbre, en tout cas qui avait combattu pour que puisse rayonner dans l'univers et dans le monde, en tout cas, les valeurs de liberté qui lui étaient aussi chères et qu'il n'a pu malheureusement promouvoir que pendant une trop courte partie de son existence. Alors, nous voyons deux loges namuroises qui s'appellent toutes les deux La Bonne Amitié. L'une choisir le nom d'un homme politique libéral et l'autre choisir le nom d'un homme politique et d'un martyr socialiste. Alors, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une volonté délibérée de faire un équilibre? Je crois que la franc-maçonnerie se veut universelle et en tout cas ne se laisse pas arrêter par des clivages politiques. On peut imaginer qu'il doit exister dans les loges maçonniques des gens d'horizons politiques différents qui puissent se côtoyer sans que leur appartenance politique ne soit un obstacle à leur fraternité et à leurs échanges. En tout cas, Léopold de Ulster a eu un destin tout à fait dramatique et on peut très bien comprendre que les laïcs de la région namuroise aient cherché à un peu inscrire son nom au fronton de l'action laïque de Namur, notamment l'action laïque représentée par la loge La Bonne Amitié. Alain de Ulster, Rudy Bacchus, je vous remercie infiniment pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.